Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie, car celle-ci a envahi la partie occidentale de la Pologne. La France choisit la stratégie défensive. Pendant des mois, rien ne se passe. Cette drôle de guerre s'arrête le 10 mai 1940 par l'invasion allemande des Pays-Bas, du Luxembourg et de la Belgique. Une dizaine de divisions blindées traversent le massif des Ardennes, jugées impénétrables par les armées françaises, et les Allemands usent de la Blitzkrieg, l'action combinée des chars et de l'aviation. Le 27 mai, les nazis atteignent la mer du Nord et de nombreux Français, 8 à 10 millions de civils, fuient leur domicile au péril de leur vie sur les routes de l'Exode. Bonjour à tous et bienvenue. Donc je vais évoquer avec vous cet après-midi une page à la fois douloureuse et tragique de l'histoire de notre pays. Ce sont les années noires 1939-1940. Il y aura 3 parties, comme vous le voyez, la drôle de guerre, qui va de la déclaration de guerre le 3 septembre 1939 au 9 mai 1940. Ensuite, et qui inclut l'évacuation des zones frontalières. Ensuite, ce sera la bataille de France avec la déroute militaire qui en résulte. Et enfin, ça c'est du 10 mai au 25 juin 1940. Et enfin, l'exode des populations civiles à compter du 10 mai 1940. Et pour commencer, un petit rappel historique. Les traités de 1919-1920 portent en eux les germes de futures tensions avec l'Allemagne. L'Allemagne qui a été jugée responsable de la guerre, qui a été condamnée à une très lourde réparation, a été amputée de 90 000 km², du 10e de sa population, et comme on le voit sur la carte, la Prusse orientale est séparée du reste du territoire par le fameux corridor de Danzig. Alors, jouant sur ces frustrations, profitant de l'anticommunisme virulent, de l'impact des mouvements, des hésitations et des faiblesses des gouvernements britanniques et français, Hitler va connaître une irrésistible ascension. À partir de sa nomination comme chancelier le 30 janvier 1933, les lignes vont bouger rapidement. C'est tout d'abord la Sarre qui rentre dans le giron allemand, qui revient dans le giron allemand à la suite d'un référendum plébiscite. Cette même année 1935, c'est la dénonciation du traité de Versailles et des accords de Locarno par le rétablissement de la conscription. En mars 1936, on a l'occupation, la remilitarisation et l'occupation de la Rhénanie. En mars 1938, on a l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de territoires autrichiens au sein d'une grande Allemagne. Hitler est accueilli triomphalement à Vienne. Enfin, dans le cadre des accords de Munich qui sont conclus donc le 30 septembre 1938 pour sauvegarder la paix, Chamberlain et Daladier acceptent l'amputation du territoire tchécoslovaque par l'abandon de la région des Sudètes. C'est le préalable au démantèlement total de la Tchécoslovaquie. Le dernier élément fondamental, c'est la signature du pacte de germano-soviétique en août 1939. Revenons à la situation fin août 1939. Hitler va accuser la Pologne de projeter une agression contre le territoire allemand et de commettre des atrocités contre ses ressortissants. Étant tranquille à l'Est suite donc au pacte germano-soviétique, il va déclencher l'offensive contre la Pologne le 1er septembre sans déclaration de guerre. La France, ayant un accord de défense mutuelle avec la Pologne, va décréter la mobilisation générale le 2 à 0 heure. Tous les hommes valides, donc, de 20 à 48 ans, sont donc mobilisés, ce qui pour la France représente 5 millions d'individus. Les 4/5e, ce sont des réservistes. Au niveau de Vesle, c'est de l'ordre de 180 à 200 personnes, suivant les listes électorales établies en 1939, qui sont mobilisables. Les gouvernements britanniques et français adressent un ultimatum à Hitler, dans lequel ils exigent que les troupes allemandes évacuent le territoire polonais dans un délai de 12 heures. Vu l'absence de réaction, le 3 septembre, le Royaume-Uni à 11 heures, la France à 17 heures déclare la guerre à l'Allemagne. C'est le général Gamelin qui est le commandant en chef des forces françaises. Alors, la conséquence de cet état de guerre, c'est l'évacuation des zones frontalières, susceptibles d'être envahies par les troupes allemandes. Alors,
Afin de ne pas recommencer les erreurs de la guerre de 14, un plan d'évacuation programmé a été élaboré au début des années 30. C'est-à-dire que le département de l'Indre, comme ceux de Haute-Vienne et de Dordogne, sont habilités, on va dire, à recevoir les évacués du Bas-Rhin. Dès le 2 septembre 1939, l'ordre d'évacuation de la ville de Strasbourg est donné. Les Alsaciens sont évacués par tout moyen disponible vers des centres de regroupement situés dans les Vosges. Ils ne peuvent emporter que 30 kg de bagages par personne et ils doivent se munir de 4 jours de vivres. Strasbourg est vidé de sa population, comme on le voit sur ces photos, en 48 heures. Dans les campagnes, on imagine également le désarroi, car ce sont non seulement leurs maisons, mais le matériel et leurs bêtes que les habitants doivent lâcher dans la nature. 374 000 Alsaciens vont donc quitter leur domicile et partir vers le centre et le sud-ouest de la France sans connaître vraiment leur destination. Les conditions d'évacuation sont difficiles, le voyage est long, fatigant, entrecoupé de nombreux arrêts, dans des gares ou en pleine nature. Il dure plusieurs jours dans des trains bondés, y compris dans des wagons de bestiaux ou de marchandises, où là, les conditions, bien sûr, d'hygiène sont déplorables. Loger, nourrir toutes ces personnes, en partie citadines, venues d'une région culturellement éloignée de notre Berry, ne manque pas de poser de problème pour notre département rural. Et de toutes les difficultés rencontrées, le principal, c'est la barrière de la langue. Car les Alsaciens, les anciens en particulier, ne parlent pas français, mais seulement le dialecte. D'où la sensibilisation par le préfet Grimal. Et des initiatives, telles le journal d'Argenton, qui publie un petit lexique franco-alsacien pour tout ce qui se mange. Alors, à Velle, Robert Balsan informe le conseil municipal le 27 août 1939 que le préfet lui a adressé un courrier le matin même, stipulant que la commune devait héberger 400 évacués. Alors, des dispositions sont prises immédiatement. 4 centres d'accueil sont envisagés, donc, le Bourg, Forges, La Madrole, Courcenay. Il y a également création d'un comité d'accueil qui regroupe les conseillers municipaux, Doré, Chambord, Henri Balsan et M. Verspiren. Enfin, il est prévu d'affecter un auxiliaire au secrétaire de mairie pour lui permettre, en cas d'arrivée d'évacuer et de l'application de la carte d'alimentation, disons, d'être efficace. Paul de Frada nous précise quelques modalités concrètes. Nettoyage des zones d'accueil, récupération des denrées alimentaires, achat à l'usine Balsan des toiles de chute pour la confection de paillasses, de pièces de toile pour torchons, draps, etc., sollicitation de la Croix-Rouge pour obtenir des couvertures, et enfin, dans la commune, collecte diverses de literies, d'appareils de chauffage, d'ustensiles de cuisine. Velle s'était préparé pour recevoir 400 évacués. Or, il n'arrive à rien, ou à peu près. Une jeune institutrice de Strasbourg, mademoiselle Lucienne Wassler, 21 ans, est nommée à Velle en remplacement de Roger Boucard, qui est mobilisé. Elle arrive avec sa famille, sa mère, ses 2 frères, ses grands-parents paternels. Il loge au sud de l'école. Jean Bord, retraité SNCF Lorrain, se réfugie lui à la colonie de vacances SNCF avec sa famille, soit 5 personnes. Alors la situation, donc, et c'est tout pour Velle, 11 personnes donc. La situation est tout à fait différente dans bon nombre de localités du département. Je vais vous citer un exemple, le journal de Thérèse Rostand, réfugiée à Arton, qui relate donc l'arrivée à Cluy le lundi 18 septembre des réfugiés. Les réfugiés sont entrés en gare à 2h30. Ils sont parqués devant les wagons, attendant l'ordre de se rendre dans le village. Triste spectacle que nous voyons pour la première fois. Ces pauvres gens sont cependant bien vêtus, bien coiffés, d'apparence correcte, malgré 8 jours de voyage. Mais les visages ont les traits tirés. Ce n'est pas de la misère, mais de la douleur ambulante. On sent une très grande résignation et une extrême fatigue. Maintenant, c'est un long cortège qui monte vers le pays. Les valides montent à pied, chargés de paquets, poussant les voitures d'enfants. On aide l'un, l'autre. Les vieillards sont transportés en auto, en camionnette. Ils sont harassés, chancelants. Ils pleurent. On serait dit soi-même pour ne pas en faire autant. On distribue des cafés au lait bien chauds aux impotents. Quelques personnes se dépensent sans compter auprès d'eux dans une maison vide,
où de pauvres paillasse ont été placés. Restaurant, distribution de boissons chaudes également, puis on commence l'hébergement. Difficile problème. Chacun veut être le mieux traité. D'autres ne veulent pas se séparer. Il faut des interprètes car la plupart parlent le dialecte alsacien. On s'efforce de contenter les uns, les autres du mieux que l'on peut, avec des moyens précaires. Aigurande voit également arriver 850 personnes par le train le 21 et 22 septembre. 600 resteront sur la commune, ce qui impliquera réquisition de terrain et construction de baraquements en moellon et en bois. À proximité, Monet voit arriver également de nombreuses familles alsaciennes, de même qu'Arton. Mais l'originalité d'Arton vient de l'existence d'une maternité à Puymoreau, propriété de la famille Desanges. Isabelle, l'épouse, est infirmière et avec son équipe, elles mettront au monde 21 petits réfugiés alsaciens. La première, c'est Marie-Madeleine Oberlé. C'est avant. Marie-Madeleine Oberlé qui naît le 10 novembre 1939. Donc on a vu qu'il y avait des disparités quantitatives, mais il y a également quelques disparités qualitatives au niveau de l'accueil, qui est toutefois globalement satisfaisant. C'est grâce au rapport de la commission militaire de contrôle postal de Châteauroux qui nous permet d'avoir une vision des conditions d'existence des évacués alsaciens. Il y a certes des sujets de mécontentement au sujet de soins médicaux prodigués aux réfugiés, au retard apporté dans le paiement d'allocations, aux attitudes ou paroles maladroites du maire de Villers ou des écolières de Levroux qui traitent leurs petites camarades de Boche. Par contre, les évacués continuent à manifester fréquemment leur satisfaction sur les conditions d'accueil. Alors on notera dans cette optique les menus concoctés par la municipalité d'Arton pour les réfugiés. Alors là, c'est donc les menus hebdomadaires. Alors tout commence, il y a donc 2 repas prévus à 11h et 17h. Tous les matins, une soupe à l'oignon et café noir ou café au lait. Le lundi, par exemple, à 11h, ragoût avec portion et fromage. À 17h, pot-au-feu avec légumes. Le mercredi, on a du boudin ou du saucisson, ou saucisse et purée avec salade. Soupe aux légumes, réolé le soir. Le vendredi, ce sont des harengs et pommes de terre au beurre. À 17h, soupe à l'oignon et macaroni. Le dimanche, veau aux carottes, salade, potage au beurre le soir et bœuf au jus. Poisson, un verre de vin par repas à 11h et à 17h, tous les jours pour les adultes seulement. Alors, à côté des réfugiés alsaciens, l'Indre va accueillir des réfugiés de la région parisienne. Dès le 1er septembre, le gouvernement va conseiller aux Parisiens qui ont un domicile d'accueil en province et qui ont décidé de quitter la capitale, de se mettre en route au plus tôt. Ce sera de l'ordre de 500 000 personnes qui vont aller vers la province à ce moment. Dans son éditorial du 4 septembre, Ernest Gobert, dans son journal Le Département, écrit « Ce samedi 2 septembre est comparable à un départ en vacances. Des milliers de voitures ont quitté Paris par la RN20, quelques grandes voitures, mais également certains clous invraisemblables qui se suivent comme des fourmis. À midi, des centaines de kilomètres de dinettes regroupées, la plupart sur le talus de la route, dans l'odeur du bitume et de l'essence, à mêler leur papier gras et faire voisiner leur charcuterie. Le moral est bon, aucun n'est découragé ou de mauvaise humeur. » Alors, comme on le voit sur les photos de match, sur les quais de gare se presse une foule de gamins qui sont envoyés en province avec leur masque à gaz. Il y en aura 38 000 qui partiront. C'est ainsi qu'à Vels, une quinzaine de petits Parisiens feront leur rentrée le 2 octobre à l'école communale. Ils resteront quelques semaines. À noter que ce sont essentiellement des des enfants de cheminots. Enfin, le musée du Louvre protège ses œuvres essentielles et le château de Valençay va donc recevoir et accueillir pendant la durée de la guerre la Vénus de Milo et la victoire de Samothrace notamment. Fin novembre 1939, on compte 71 610 secourus dans le département. Sur le front, pour répondre à l'agression allemande contre la Pologne, une timide offensive est lancée en Sarre dans la nuit du 6 au 7 septembre. En face, le dispositif allemand n'est constitué que de troupes de réserve. La résistance allemande est faible, mais les Français se heurtent aux mines et aux pièges allemands. On comptera environ 400 tués dans l'armée française. Le 13 septembre, la progression est de 8 km.
Le général Gamelin ne s'engage pas plus sur le front et les Français stoppent leur progression sans raison apparente. Fin septembre, le repli est décidé. Il s'achèvera le 17 octobre. Les troupes françaises se retranchent alors derrière la ligne Maginot, débutée en 29, longue de 700 km, avec des ouvrages d'artillerie, d'infanterie, de multiples casemates, des galeries. On peut attendre tranquillement l'assaut des forces allemandes qui sont elles-mêmes repliées derrière la ligne Siegfried qui s'étend de Bâle à la frontière des Pays-Bas. Pendant l'hiver 39-40, particulièrement rude, rien ne se passe. C'est la drôle de guerre, selon l'expression attribuée à Roland d'Urgelès. Le moral et l'état d'esprit sont plutôt satisfaisants à la mobilisation. Mais dans les semaines qui suivent, la situation se dégrade en raison de la défaite polonaise et surtout à l'inaction qui génère ennui et routine. Cette dépression d'hiver touche de nombreuses unités et elle prend ponctuellement la forme d'indiscipline, d'alcoolisme, voire de vandalisme. Les autorités militaires réagissent en organisant des conférences, en augmentant l'offre de divertissement, compétitions sportives ou théâtres armés. Daladier fait distribuer 10 000 ballons de foot sur le front. Les soldats participent aux travaux agricoles. Les campagnes ayant été durement touchées par la mobilisation, ils aident aux récoltes, poussent la charrue. Le conseil municipal de Vesles adresse ses vœux à l'ensemble des mobilisés de la commune. C'est un conflit sans combat majeur, seulement quelques escarmouches entre patrouilles de reconnaissance. La guerre semble loin, la ligne Maginot nous protège aussi en cette fin d'année 39. À l'arrière, à Paris, l'air du temps est à la ritournelle, légère, insouciante, voire un peu chauvine. On ira pendre notre linge sur les lignes Siegfried. On fredonne avec Maurice Chevalier et les collégiens de Réventura, et tout ça, ça fait d'excellents Français. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, et qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et Auguste Chantraine, dans notre Berry, est plus préoccupé. Dans son journal Le Paysan, il traite des problèmes de main-d'œuvre paysanne, main-d'œuvre agricole, de ravitaillement, de transport, qui au fil du temps vont devenir plus aigus. Mais tout le monde n'est pas inactif en Europe. Le sort de la Pologne est vite réglé. En 3 jours, le front est percé au nord, au centre, au sud, sous l'action conjointe de l'aviation et des tanks. Le coup de grâce est donné par les forces soviétiques qui, le 17 septembre, prennent à revers les troupes polonaises qui tentaient de se regrouper. Les Polonais capitulent le 28 septembre. Souhaitant récupérer à des fins stratégiques l'isthme de Carélie, bande de terre au nord de Saint-Pétersbourg, l'URSS va déclencher des hostilités avec la Finlande le 30 novembre 1939. Malgré une héroïque résistance des Finlandais au cœur du rude hiver finnois, les Finlandais doivent finalement négocier le 6 mars 1940 et abandonner 55 000 km². Les Soviétiques ont perdu 200 000 hommes, les Finlandais 25 000. À noter que François Balzan, avec 24 officiers, est allé lutter symboliquement aux côtés des Finlandais contre les bolcheviks. L'approvisionnement en matières premières est à l'origine de l'invasion allemande en Norvège après l'occupation du Danemark au mépris de la neutralité de ces deux pays. Les Britanniques et les Français envoient un corps expéditionnaire qui, malgré quelques succès sporadiques tels Narvik, devront se retirer le 8 juin. La drôle de guerre prend fin le 10 mai 1940, lorsque les armées allemandes lancent une vaste offensive simultanée sur les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, en violant la neutralité de ces pays. C'est par les airs, avec des planeurs et des parachutistes, qu'ils occupent les points stratégiques, avant de lancer les blindés et l'aviation dans l'action. Les gouvernements belges et hollandais appellent les alliés à la rescousse. Ceux-ci avancent vers Bruxelles, Louvain, Anvers. Alors on va suivre l'évolution de la situation militaire au regard des unes du journal Le Département. C'est le journal le plus important de l'Indre au moment, il tire à 60 000 exemplaires. Contrairement aux unes du Département, les Allemands progressent rapidement. Liège tombe dès le 12. Ils avancent également en Hollande, malgré l'ouverture des digues et la résistance farouche qui leur est opposée, notamment à Rotterdam. Les Alliés doivent amorcer un repli. Jean Swiniarski perdra la vie c'est le premier Vélois qui perdra la vie en fait à Gérin dès le 11 mai. Alexandre Diez le 13 à Bouvignes.
Alors à noter le climat de psychose ambiante tel qu'on le voit sur les messages avec la référence récurrente à la 5e colonne. Alors en fait, les Alliés sont tombés dans un piège, car l'objectif véritable des Allemands, ce sont les Ardennes, réputées infranchissables et de ce fait faiblement couvertes par les lignes Maginot. Le général Gamelin avait été prévenu en janvier 1940 par les Belges de la découverte d'instructions militaires montrant que les Allemands allaient attaquer par les Ardennes. Mais l'état-major français n'en tenait pas compte. Les 2 divisions blindées de Guderian franchissent les Ardennes, percent le front à Sedan en 3 jours et traversent la Meuse le 14 mai. Puis ils foncent vers la Manche, contournant la première armée française et les troupes britanniques. Assommée, l'armée française est bousculée, ne peut plus rien opposer aux divisions blindées, les Panzerdivision ainsi qu'aux escadrilles de l'armée allemande de la Luftwaffe. Raymond Bernardon décède le 19 à Étreux, en l'Aisne, Jean Théodon le 20 à Hainaut, dans la Marne. Le gouvernement est aux abois. Le maréchal Pétain est nommé vice-président du Conseil le 18 et le 19. Gamelin est limogé et remplacé par le général Weygand. À compter du 20 mai, c'est la course à la mer. La Wehrmacht va accentuer sa poussée vers l'ouest et atteindre ses objectifs. Amiens, Abbeville, l'estuaire de la Somme, Arras, Boulogne, Calais tombent successivement. Et le 24, alors que l'avant-garde de Guderian n'est qu'à 15 km de Dunkerque, Hitler et von Rundstedt lui ordonnent de stopper sa progression pendant 48 heures. Les troupes alliées vont bénéficier de cet incroyable répit, ce qui va leur permettre de se ressaisir. Mais dans la foulée, comme on le voit, le 28, le roi Léopold III capitule. La bataille fait rage dans les Flandres, combat de gloire et de sang, titre le département le 30. Ce sera effectivement le cas pour la défense de Dunkerque, qui va constituer un tournant de cette guerre, car comme on le voit sur cette carte, les troupes alliées sont encerclées par les troupes allemandes. Alors, allocution patriotique et solidaire de Robert Balzan, le maire, le 26 mai, devant le conseil municipal. L'offensive allemande est déchaînée. C'est la ruée du monde barbare, cherchant à dominer ceux qui refusent de se plier à son égoïsme, à son intolérance, à sa brutalité sauvage. C'est la vie morale, la liberté, la dignité humaine sur les ruines desquelles l'Allemagne prétend ériger sa loi. La cause de la France est celle du monde civilisé. Sachons conserver notre sang-froid et notre confiance dans la victoire finale. Il adresse ses vœux aux vaillants soldats qui se battent d'abord, mais encore aux populations civiles qui, dans cette nouvelle guerre, sont exposées à souffrir parfois autant que ceux qui portent les armes. Puis il exhorte les Vélois à accueillir ces réfugiés avec bienveillance pour atténuer la rigueur de leur épreuve. On revient sur le théâtre des opérations. Vu l'encerclement des Alliés, environ 400 000 hommes dans la nasse de Dunkerque, le général anglais Gore prépare hâtivement le rembarquement des troupes vers l'Angleterre. C'est l'opération Dynamo, qui durera 9 jours, du 26 mai au 15, et qui réussit grâce au courage des soldats français qui ont défendu avec acharnement leur position face à la Wehrmacht, au prix de 16 000 morts. À ceci, il faut ajouter 5 000 soldats alliés morts pendant l'évacuation sur les 250 navires qui ont été coulés et 3 000 qui ont péri sur les plages, sous les mitraillages et les bombardements allemands. Le général von Koechler, commandant la 18e armée, fait l'éloge dans son journal de campagne de cette armée française si souvent décriée. Malgré notre supériorité numérique et matérielle écrasante, les Français contre-attaquent en de nombreux endroits. Je n'arrive pas à comprendre comment ces soldats, combattant souvent à 1 contre 20, trouvent encore la force de repousser chaque attaque. C'est stupéfiant. Je retrouve dans ces soldats français la même flamme que chez ceux de Verdun en 1916. Le 26 mai, environ 7500 hommes purent regagner l'Angleterre, puis le rythme va s'accélérer puisqu'au final, c'est 338 226 hommes qui seront sauvés, dont environ 123 000 Français, sur 1 millier de navires de toute taille. Parmi eux, l'artilleur Fernand Guillaume. Les Français évacués sur l'Angleterre n'y séjournent pas longtemps. Ils sont en grande partie rapatriés sur Brest et Cherbourg dans les jours, voire dans les heures qui suivent, pour reprendre le combat. Le 4 juin au matin, les forces allemandes s'emparaient de Dunkerque, faisant au moins 35 000 prisonniers, en majorité français. On va avancer un peu dans le temps. Le 10 juin, Mussolini déclare la guerre à la France et à l'Angleterre. L'armée des Alpes, bien qu'inférieure en nombre,
résiste aux troupes de Mussolini. Elle stoppe l'attaque allemande le 21 juin sur la ligne Grenoble-Chambéry et interdit la jonction des armées italiennes et allemandes. Lorsque le combat cesse le 25 juin, l'armée des Alpes est invaincue. Ailleurs, les lignes ont été enfoncées, le rouleau compresseur allemand poursuit sa progression vers la Seine et le 13 juin, Paris est déclarée ville ouverte. C'est le sauve-qui-peut général. Le gouvernement s'est replié sur Tours et ses environs. Comme on le voit sur ces photos, Paris est occupé le 14 juin. Hitler, jubilatoire, va s'y rendre au petit matin du 23 juin pour une visite éclair qui commence à 6h et s'achève à 8h15. Ce même 14 juin, le gouvernement quitte Tours et ses châteaux pour Bordeaux. À partir du 15, les Allemands progressent dans toutes les directions au cœur du pays, comme on le voit sur cette carte. Végan signe l'ordre de retraite sur la Loire qui va vite devenir obsolète. Le 17 juin, Georges Blain décède à Dampierre-en-Burly dans le Loiret. Dans notre région, du 19 au 23 juin, Tours, Chinon, Blois, Châteauroux, Poitiers, Nord sont occupés à l'issue de combats destructeurs, comme à Blois, où on voit le quartier Saint-Nicolas, et à Tours. Le 16 juin, Paul Reynaud est mis en minorité au Conseil des ministres. Il offre sa démission au président Lebrun, qui l'accepte à 23h. Il a eu un conseiller de désigner le maréchal Pétain pour lui succéder. Ce dernier est prêt, il a déjà composé son gouvernement, puisqu'à le 17, à 1h du matin, Baudouin, le nouveau ministre des Affaires étrangères, prend contact avec l'ambassadeur d'Espagne et le nonce apostolique pour servir d'intermédiaire avec Hitler et Mussolini. À 12h30, les Français entendent à la radio l'allocution du maréchal. 16 juin 1940. Premier message du maréchal Pétain aux Français. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Alors, impact immédiat sur le moral des troupes, qui ne savent plus ce qu'elles doivent faire. D'autant que le 19 paraît un communiqué. Le devoir de tous est de continuer la résistance, aucun armistice ou suspension d'armes n'étant intervenu. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. En fait, ce ne sont pas les mots prononcés par Charles de Gaulle le 18 juin, mais le sens du tract rédigé par Jean Tola, sergent au 78e régiment d'infanterie, tract affiché et distribué à 5000 exemplaires à Châteauroux dès le 15 juin. Petit extrait, le cœur de la France peut saigner, ne cessera pas de battre. La France ne peut pas et ne doit pas périr. L'épreuve sera peut-être longue, mais tôt ou tard sonnera l'heure de la résurrection. Jean Tola est prêtre. De Gaulle, quant à lui, il exhorte à poursuivre le combat. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Bien peu, en fait, entendront la BBC ce jour, mais dans ce même moment, les cadets de Saumur illustreront ces propos pour y rentrer dans la légende par leur courage.
Dès la fin du mois de mai, des avions allemands furent signalés dans l'espace aérien et des combats furent engagés. Ainsi, le pilote Desmazières abattit un bombardier le 24 mai. Le premier bombardement intervient en fait le 4 juin à la Martinerie, puis sur Châteauroux et à nouveau la Martinerie le 10 et le 11 au prix et impliquant 16 morts. Mais c'est surtout le 19 juin que plusieurs vagues d'avions vont déferler dans le ciel berrichon. Successivement, plusieurs villes ou axes routiers vont être touchés. Plus particulièrement Issoudun. Dès 8h30 le matin, puis tout l'après-midi, on relèvera 107 morts et 74 blessés. Mais également Levroux, 44 morts, 110 blessés. Argenton, 25 morts. Leblanc, 24 morts. La Châtre, 7 morts. Aigurande, 33 morts. C'est donc de l'ordre de 240 victimes, essentiellement des réfugiés, indépendants de ceux qui ont été mitraillés sur les routes. Le 19 juin, Paul de Fradin relate la panique sur la Nationale 20, noire de gens et de véhicules à perte de vue. Lothier et les maisons neuves furent mitraillés et bombardés. Dégâts matériels, 2 blessés chez Sardier, 4 chevaux tués à la ferme d'Imineray, mais également dans la panique, de nombreux accidents, 2 morts et une quinzaine de blessés à déplorer. Mais Vel est épargné. Le 17 juin, Pétain a annoncé qu'il demandait les conditions d'un armistice, anéantissant les dernières velléités de défense de résistance de l'armée française. Le 18, toutes les villes de plus de 20 000 habitants ont été déclarées ouvertes par décret. En de nombreux endroits, les maires ont demandé aux troupes de se retirer pour éviter des destructions. Il y a des petits drapeaux blancs qui sont installés à toutes les entrées de la ville de Châteauroux. Au blanc, ce sont les anciens combattants qui désamorcent les charges explosives placées pour faire sauter le pont. Et à côté de la débandade générale de milliers de soldats qui se replient en désordre, certaines unités montrent beaucoup de pugnacité et de bravoure, tel l'aspirant Julien sur le pont du Cher à Chabris, ou encore les tirailleurs algériens qui mènent de véritables combats de rue à Châtillon, à Clion également. Les combats firent rage pendant de nombreuses heures, 48 soldats y laissèrent la vie. Messières fut occupé le 23 au matin, mais la résistance efficace a permis de décrocher dans des conditions acceptables. À noter que le génie fait sauter 5 ponts, les 5 ponts d'Argentan le 21 et le 22 et le 23. Au cours de son repli, les troupes abandonnent quantité de matériel et de munitions. Alors la débâcle vue de Vel, Paul de Fradin note: les militaires cantonnés à Vel s'étaient mis en devoir de faire de Vel un centre de résistance. Un canon de 75 fut braqué à l'entrée du bourg en direction de Lothier. Des automitrailleuses se mirent en batterie sur la place. La route de Vel à Bouesse fut un peu plus tard coupée et obstruée entre l'étang Lajon et la ferme de Belfond. Chaque haie dissimulait un nid de mitrailleuses en direction de Bouesse. À Forges, 4 canons étaient en batterie au carrefour. À Blaizet, des canons anti-chars furent braqués près du pont. Ce déploiement de force correspondait à un passage de plus en plus intense de troupes et de civils. Mais faute d'Allemands sur le secteur, tout se termina par un repli sans dommage. Par contre, cette atmosphère de guerre sema l'angoisse parmi les gens de Vel eux-mêmes. Certains creusèrent des tranchées de protection dans leur jardin. D'autres, dès le matin, fermèrent leurs portes et gagnèrent les bois ou prairies, ou la prairie, où ils se croyaient davantage à l'abri d'un bombardement possible. Ils ne rentraient qu'à la nuit. C'est dans ce contexte que Gustave Guilbeault, le garde champêtre, se fit voler son vélo. La bicyclette, c'est le moyen de locomotion le plus utilisé. Il est très recherché dans ce contexte de foire d'empoigne. Alors, de nombreuses armes et du matériel ont été abandonnés sur le territoire de la commune. Ils sont recensés par Gustave Doré, qui fait un état des lieux à la préfecture le 11 juillet 1940. Alors, c'est donc dans ce contexte qu'une délégation de 4 membres, présidée par le général Hunsinger, est chargée de négocier les termes de l'armistice. Elle arrive à Retonde le 21 juin, le général Kuyten, qui nous précise les 24 clauses du texte, qui va révéler l'ampleur des exigences allemandes qui sont exorbitantes. Les demandes d'allègement sont rejetées, les tergiversations françaises suscitent un ultimatum des Allemands qui va précipiter la signature le 22 juin. Symboliquement, Hitler a exigé que l'armistice soit signé dans le wagon où l'Allemagne a été humiliée en 1918. Les négociateurs doivent ensuite se rendre à Rome pour admettre leur défaite face à Mussolini.
impliquant la cession de quelques territoires dans la ville de Menton et l'acceptation d'une zone démilitarisée. 6 heures après la signature de l'armistice avec les Italiens, les hostilités cessent le 25 juin à 1h50. L'humiliation est totale. Et pour beaucoup, les réfugiés notamment, l'armistice est dans l'immédiat un soulagement qui met fin à la peur, au bombardement, à cette fuite en avant sans fin et permet d'espérer un retour. Dans la séance au Conseil qui suit ce jour, Robert Balzan souligne le deuil de la Commune devant le désastre le plus grand qui ait jamais été infligé au pays. Cependant battue, la France n'est pas vaincue. Dans l'œuvre de redressement à laquelle il devra se consacrer, le pays verra ses efforts rapidement couronnés de succès s'il remet en honneur la famille, le travail et les forces spirituelles. Mais voyons un peu le détail des conditions exorbitantes de cet armistice. La France est coupée en deux par la ligne de démarcation. 60% du territoire le plus riche passe sous occupation allemande sous diverses modalités. Il y a une zone annexée, c'est l'Alsace-Lorraine. Il y a une zone rattachée, c'est le Nord et le Pas-de-Calais, qui sont rattachés à la circonscription territoriale de Bruxelles. Il y a une zone interdite ou réservée, c'est toute ou partie de 17 départements, l'objectif étant pour les Allemands de le repeupler d'Allemands. L'article 4. Les forces françaises devront être démobilisées et désarmées, sauf un contingent de 5000 hommes pour assurer le maintien de l'ordre. Article 16. Le gouvernement procédera au rapatriement de la population dans les territoires occupés, d'accord avec les services allemands compétents. Article 18 fixe les frais d'entretien des troupes d'occupation. Le montant sera fixé ultérieurement. Il s'élèvera à 400 millions de francs par jour, ce qui est exorbitant. La France va être saignée, en fait. Article 19. La France s'engage à livrer les réfugiés politiques allemands et autrichiens qu'elle avait accueillis sur son sol. Article 20. Les membres des forces armées françaises qui sont prisonniers de guerre de l'armée allemande resteront prisonniers de guerre jusqu'à la conclusion de la paix. Alors, bilan de cette bataille de France. 60 000 morts, 123 000 blessés. À ce chiffre, il convient bien sûr d'ajouter les victimes civiles. Quant aux prisonniers de guerre, leur nombre est impressionnant. d'1,6 million à 1,8 million prisonniers qui vont aller croupir dans les stalags ou oflags, pour la plupart pendant 5 ans. 10 000 prisonniers à Châteauroux, enfin dans l'Inde, pardon. Alors, quelques précisions concernant ces prisonniers. À noter que dans la brève occupation de Châteauroux du 23-29 juin, les troupes allemandes font prisonniers 6 000 hommes de la garnison qui espéraient être démobilisés. Paul de Frada va préciser en outre ceux qui ont été faits prisonniers à tout vent. Le 23 juin au matin, une colonne de plusieurs centaines de soldats français arrive à Vels. Ils avaient réussi à s'évader des casernes de Châteauroux où ils étaient consignés depuis que les Allemands avaient occupé la ville. Ils partaient vers le sud, mais ils furent doublés par des autos portant des officiers qui leur firent faire demi-tour pour rejoindre Touvent sous prétexte de leur distribuer du ravitaillement. On imagine la suite. Vels paie également un lourd tribut à la campagne de France, 5 morts et 47 prisonniers, suivant la liste établie par l'abbé Rousseau. Troisième partie, c'est l'Exode. Donc, début mai, il y a 45 500 réfugiés, suivant le rapport adressé par le préfet Gonzalve au ministère de l'Intérieur. 22 500 Alsaciens, 23 000 Parisiens. Mais dès le début de l'offensive, le 10 mai, un flot de réfugiés va se déverser en fonction de l'avancée des troupes allemandes. Ce sont d'abord des Belges, puis des habitants des départements du Nord, du Pas-de-Calais et des Ardennes. La première voiture qui arrive à Vels est celle effectivement d'un Liégeois, d'un représentant de commerce de Liège, donc il se dirige vers Toulouse. Le 15 mai, c'est Jules Laurier, qui est originaire de Vels, qui est à la tête d'une maison d'alimentation à Rethel dans les Ardennes, qui arrive avec lui, qui arrive avec sa famille et ses employés, soit 13 personnes. Puis ce sont les familles Verspirène et Ferrarez,
qui se regroupent à Beauregard et au Chaume. Le rythme va aller croissant. Puis après les bombardements massifs du 3 juin, la panique va gagner les habitants de Paris et de la région parisienne. Indépendamment des particuliers, les administrations décident d'évacuer leur personnel. Nombre d'agents des PTT vont se réfugier dans l'Indre ainsi que des fonctionnaires de finances. Puis c'est au tour de la Normandie, de l'Orléanais, de la Touraine. C'est l'effet boule de neige, les villes traversées se vident. Chartres ne compte plus que 700 habitants. Blois, 400. La maison d'arrêt d'Orléans, les hôpitaux psychiatriques de Blois évacuent leurs détenus et leurs aliénés, et dans une extrême confusion, en fait, ils sont quasiment lâchés dans la nature. C'est ainsi que globalement, on a pu estimer que près de 2 millions de civils belges et 8 millions de Français se sont jetés sur les routes en direction du sud. Aussi bien, à la fin du mois de juin, le nombre de réfugiés stationnés dans l'Indre a pu être évalué sans exagération à 350 000. Ce chiffre sera quasiment doublé au cours du mois de juillet, suite au retour sauvage et prématuré des réfugiés qui remontent après l'armistice. Alors ces réfugiés, ils arrivent à pied, à bicyclette, entassés dans des charrettes tirées par des bœufs, des chevaux, puis des autobus, puis des camions, puis des voitures invraisemblablement chargées. Ils n'ont qu'un seul désir, qui s'éloigner des villes bombardées et des zones de combat. Ces familles, souvent des femmes avec des enfants, des personnes âgées, sont exténuées par des marches harassantes. Ils portent des valises ou des baluchons ou ils traînent sur des véhicules les plus hétéroclites. Des remorques de bicyclettes, des voitures d'enfants, des brouettes. Ils avancent sans savoir ce qu'ils trouveront pour manger ou passer la nuit, morts de fatigue ou suant d'angoisse, tout étant pris d'assaut par les premiers arrivés. Il faut imaginer ces embouteillages, cette cohue d'autant plus impressionnante à proximité des ponts sur la Loire et le Cher, attendu que les troupes françaises, en plus, qui se replient, doivent les faire sauter. Les familles se séparent et se perdent parfois. Dans le flot chaotique de la débâcle générale, à côté des soldats désemparés, les routes sont encombrées de véhicules en panne, de chevaux morts, dans une odeur parfois pestilentielle. En outre, ces malheureux sont une cible de choix pour les Stukas, qui, sirènes hurlantes, les harcèlent sur les routes. La mitraille les précipite dans les fossés et les champs de chaque côté de la route, provoquant l'effroi, la panique, le désordre et bien sûr la mort d'innocentes victimes. Alors, qui sont ces réfugiés à Vel ? Une petite statistique partielle établie suivant l'information dont on est disposé donne quand même certainement une photographie assez correcte de la situation. Leur origine, on a surtout affaire à des Parisiens, des gens de la région parisienne, 44%, puis des gens du Nord, 21%, des Belges, 13%, le centre et la Normandie, 11 et 6%. Ce sont plutôt des gens des villes, ouvriers et employés, 56%, des retraités, 27%, puis bien sûr des chefs d'entreprise et commerçants et des cadres. Quant à la composition de famille, 10% sont seuls, mais plus de 60% ce sont des familles de 4 personnes et plus. Alors, à côté des réfugiés français, il faut noter bien sûr le passage de réfugiés étrangers, on l'a vu, les Belges en particulier, mais il y a également des familles italiennes qui se regroupent, des Polonais, assez nombreux, des Espagnols, des Lituaniens. À noter aussi le repli stratégique ou ponctuel de personnel ou de cadres de sociétés dont les dirigeants ont des attaches locales. C'est le cas de la Lloyd Continental de M. Inspiren, propriétaire de Bourgard, qui installe à Argenton en 2 phases 100 personnels de Roubaix et de Paris. C'est le cas de la société Holophane, dirigée par M. Exelmans, qui accueille de nombreux cadres des Andelys au Broutet. Alors, où sont-ils logés, ces réfugiés ? Sur les 1065 réfugiés inscrits à la mairie, le 20 juin, on en trouve près d'un quart dans le bourg, le reste étant dans les hameaux et les fermes qui sont disséminés sur le territoire communal, en particulier Vauzel, Courcenay, Beauregard, Belfond, La Madrole, à noter les campeurs sur Blaisay. Le chiffre total de 1065 est certainement très inférieur à la réalité.
On penchera plutôt vers 1500 personnes. Il est à remarquer que les hameaux importants tels les Maisonneuve et Lottier ne sont pas comptabilisés, ainsi que les fermes éloignées, proches de la Nationale 20, comme les Foulons, les Minerais. Les fermiers des Minerais, par exemple, ont déclaré par la suite avoir couché dans un premier temps 80, puis 200, et dans la nuit du 18 au 19 juin, 600 personnes. On n'a pas non plus inclus les individus ou les familles qui sont réfugiés chez des parents, ainsi que les réfugiés de la colonie de vacances SNCF, extrêmement nombreux, mais qui sont très autonomes. Alors cela, bien sûr, une organisation. L'école est fermée dès le 15 juin. La population a plus que doublé avec l'afflux des réfugiés, vu que Veyles comptait 900 habitants lors du recensement de 1936. La question du pain, donc, est devenue très vite angoissante. La boulangerie ne recevait plus de levure, le pétrin mécanique ne tournait plus, on pétrissait à bras et sans levain des sortes de galettes. Georges Parotin, le boulanger, était mobilisé, par la suite il sera prisonnier. C'est donc l'ancien propriétaire, Félix Bruno, qui va reprendre du service à plus de 70 ans. Vu qu'il existait encore des stocks de farine au moulin, le maire donna les consignes suivantes. Toutes les fermes possédant un four en état cuiraient, iraient s'approvisionner en farine au moulin, elles cuiraient et alimenteraient les familles logées à proximité. Les autres seraient servis à la boulangerie sur présentation d'un ticket de pain, délivré par la mairie, donnant droit à 250 grammes de pain par personne et par jour. Alors la confection de ce ticket de pain, finalement, c'est un réfugié qui disposait d'une machine à écrire, M. Wojciechowski, qui s'y colla. C'était simplement un petit carré de papier portant la date du jour, le cachet de la mairie, le nom de la famille, le nombre de personnes qui la composaient et donc le poids de pain à délivrer. Chaque matin, devant la mairie, une queue se formait qui s'étendait jusqu'à la place. On appelait les familles inscrites. Le possesseur du ticket, aussitôt servi, repartait faire la queue devant la boulangerie où il attendait effectivement qu'une fournée soit prête. Pour le sucre également, il y a eu délivrance de tickets de rouge pour obtenir 250 grammes par personne et par mois à partir du mois de juillet. À partir du mois de juillet, il fut nécessaire de payer des allocations à tous les réfugiés qui avaient épuisé leurs ressources personnelles. Et ce fut une grande majorité, puisqu'au 10 août, il y en avait encore 393 qui bénéficiaient donc d'une allocation de 10 ou 6 francs par jour. Donc il y avait une demande qui était formulée, et après analyse des renseignements fournis par les demandeurs, la mairie émettait un avis. Un état récapitulatif était adressé ensuite au comptable payeur, et ces allocations étaient payées par dizaines ou quinzaines. À noter que les familles de soldats, parents ou conjoints, pouvaient solliciter l'allocation militaire. Alors, il suffit de regarder les extraits des petites annonces des journaux pour percevoir dans ces quelques lignes toute la détresse et l'angoisse des réfugiés. Le journal Le Département, par exemple, réserve plusieurs colonnes, voire une page entière, à la chronique des réfugiés, qui leur permet de passer des avis de recherche ou de communiquer des informations pour leurs proches, moyennant finances, puisque c'est 10 francs les 3 lignes. Petit rappel, l'exode, suivant Éric Allary, c'est peut-être 100 000 victimes civiles. À noter aussi que la Croix-Rouge a estimé à 90 000 enfants, les enfants perdus sur les routes de l'exode. Je vais vous citer quelques exemples de ces petites annonces. Alors, il y a des petites annonces locales. Madame Guillot-Verlet, qui est domiciliée religieuse, recherche son mari et son fils. Dioniso Libari désire avoir des nouvelles de ses 4 fils qui s'étaient séparés le 9 juin à Évreux. J'adressais à M. Godin à Forges. Madame Bredard, de Maison-Alfort, est réfugiée chez M. Dupont à Belle, recherche ses 2 filles. Madame Victor, demeurant à Raricourt, dans la Meuse, réfugiée au Loge-Rouget, recherche ses enfants et sa famille. Il y en a qui sont plus dramatiques. Recherche mon mari, Soureau Constant, grand blessé de Levrault du 19 juin, évacué par ambulance militaire d'Hôpital, ne portant aucune pièce d'identité. Signalement, brun, 50 ans, taille 1m63, très peu de dents, blessé bassin ou cuisse gauche,
écrire Madame Soureau chez Lucas, instituteur à Levroux. Alors il y en a qui sont un peu plus cocasses. La personne ayant été vue ramassant une valise en cuir beige marquée aux initiales OV, perdue le dimanche 16 juin à la sortie de Sully-sur-Loire, est priée de se faire connaître ou de le rapporter à Madame Valency, 128 boulevard Saint-Germain à Paris, où une forte récompense lui sera donnée. Il y en a également des voitures. Le 16 juin, après un bombardement, il était laissé sur la route de Bellegarde, à 15 km de Châteauneuf, une traction 9 chevaux noire immatriculée, contenant paquets de linge et vêtements, valises et sacs tissus à fleurs, contenant livret de caisse d'épargne, quelque argent et des papiers de famille. Alors, Paul Defrada note qu'effectivement, les voitures civiles qui gisent dans les fossés sur le remblai de Blaizet sont l'objet de plus d'attention. On visite l'intérieur, en quête de ce qu'il pourrait déceler d'intéressant à piller. Bientôt, des spécialistes circulent sur les routes de la région, démontant et entassant dans des camions ce qui peut s'enlever facilement, des roues par exemple, ou ce qui représente une certaine valeur sous un poids relativement faible, appareillage électrique, phare, dynamo. Il y a une mine de trésors pour les audacieux à conscience élastique. Donc on voit bien que face à cette misère ambulante, il y a des profiteurs qui profitent de la situation, mais il y a également des commerçants qui ne respectent pas les mesures qui ont été prises par le préfet pour aider les plus défavorisés. Il avait envisagé effectivement, enfin il avait promulgué la taxation des produits de première nécessité et l'obligation d'afficher les prix. Il demande donc dans son courrier au ministère de l'Intérieur des sanctions plus lourdes pour être efficaces. Mais d'une manière générale, c'est plutôt la compassion et l'entraide qui ont prévalu. Et quand ces réfugiés, au hasard d'un chemin, s'éloignant de la cohue, s'arrêtant plusieurs jours dans une ferme ou un hameau moins fréquenté, ils rencontrent de la bienveillance. À cet égard, on peut citer le courrier adressé au préfet le 28 juin 1940 par les réfugiés de Saint-Georges-sur-Arnon. Ne comptant ni son temps ni sa fatigue, le maire nous a installés dans sa commune, trouvant à chacun un gîte et tout ce qu'il fallait pour assurer notre existence. Sa cordialité, son activité nous ont bien souvent réconfortés. Sur le point de nous disperser à nouveau, nous avons à cœur de vous signaler ces faits, en gage de reconnaissance envers ce bon Français qui a su adoucir notre triste sort. S'ensuit la liste des 89 noms des familles réfugiées. L'abbé Klein à Chabris fait de même l'éloge effectivement du maire et de ses concitoyens vis-à-vis des réfugiés. Après l'armistice, chacun n'eut qu'un projet en tête, le retour dans sa ville ou son village pour retrouver sa maison ou ce qu'il en restait. Tout le temps que de nombreuses familles étaient séparées sans aucune nouvelle d'être chères. Dans un premier temps, à la faveur de la désorganisation liée à la mise en place de la ligne de démarcation, les pluies de brouillard remontent. Mais rapatrier des centaines de milliers de réfugiés supposait que l'on établisse un plan de concertation avec les autorités allemandes, c'est l'article 16 des clauses d'armistice. Mais à la suite de communications souvent contradictoires, un mouvement général de reflux, de retour par route s'est déclenché auprès des réfugiés sur tous les territoires non occupés. De par sa situation, notre département, comme on le voit sur la carte, était le passage quasi obligé par la route et le rail. Ce mouvement prématuré débouche rapidement sur un engorgement et une décision d'arrêt par les autorités allemandes, ce qui a pour conséquence de créer dans un grand nombre de communes du département des embouteillages et l'immobilisation de milliers de véhicules sur la RN20. Une lettre adressée au préfet de l'Inde par le notaire de Dreux, piégé sur les routes près de Saint-Benoît. Notre situation est lamentable. Abandonnés sur cette route à notre malheureux sort, sans aucun ordre, sans aucune directive, exposés dans nos voitures aux fatigues des nuits sans sommeil, aux rigueurs du mauvais temps et du froid, aux angoisses du ravitaillement, nous avons passé des heures tragiques. Nous ne pouvons rester ainsi dans des conditions matérielles aussi tragiques, sans ressources, sans abri, et dans le manque le plus absolu, le plus élémentaire, confort et sans hygiène. Il est absolument nécessaire qu'une décision intervienne au plus tôt. Les délais d'attente imposés par les contrôles génèrent un reflux même de 20 000 personnes à Vierzon. Les réfugiés étant repoussés vers Châteauroux et Vatan. Je vais quand même vous citer, j'ai omis tout à l'heure, là je ne l'ai pas cité, le courrier du maire du Menou, qui
qui adresse un vibrant appel au secours au préfet. Le Menou, qui compte normalement 550 habitants, héberge actuellement plus de 2000 réfugiés. Parmi eux se trouve une rame de wagons comprenant 450 personnes, dont une forte majorité d'enfants en bas âge. Plusieurs jeunes dames se trouvent dans une situation intéressante et s'attendent à accoucher incessamment. Je me suis rendu sur place et j'ai dû constater que ces personnes n'avaient pour la plupart qu'une vague et sordide litière en paille. Cette rame de wagon, exposée en plein soleil, accusait à 15 heures une température de 40 degrés. Le matin, avec le brouillard, une température de 6 degrés environ. Plusieurs enfants de quelques mois seulement sont atteints de diarrhée. La gare n'est alimentée en eau que par une citerne à eau de pluie, actuellement vide, donc pas d'eau potable. Aucun service d'hygiène d'obstétrique et de pharmacie n'existe dans la commune. Les docteurs et sages-femmes d'Argenton sont dans l'impossibilité de se déplacer en raison du surcroît de travail auquel ils sont astreints et de la pénurie d'essence. Le lait pour l'alimentation des bébés est tout à fait insuffisant. Il n'est plus possible de s'approvisionner en épicerie. Il en est de même pour les légumes de toutes sortes. Il s'ensuit un pillage qui menace de se généraliser. D'ici fort peu de temps, l'approvisionnement en viande de boucherie deviendra impossible en raison de la pénurie d'essence et de la raréfaction du bétail. On voit que la situation est relativement dramatique. Alors, un calendrier d'évacuation en fonction de la remise en état des infrastructures et suivant les pays et les départements d'origine a été établi. C'est le livret allemand intitulé « Ligne de démarcation et dispositions générales » qui a été remis aux autorités le 1er août. Ce fut l'armée française qui assure en grande partie la logistique et qui permet aux familles, aux réfugiés, d'éviter la famine. Des soupes populaires ont été organisées à Châteauroux, Buance et Saint-Benoît-du-Sault, Chavry. Le nombre de réfugiés est particulièrement considérable. Les denrées prélevées sur les stocks militaires dissimulés dans les établissements financiers sont mises en distribution. Le courrier du préfet Gonzalve, le 1er août, précise les retours effectués les 5 derniers jours de juillet, soit 72 000 personnes. 16 607 véhicules, on voit, 66 400 personnes, 429 véhicules hippomobiles et des retours également en train. Le 13 août, il y a encore 83 000 réfugiés, d'où le nécessaire et nouvel appel à la solidarité du préfet. On va voir un peu le détail à Vels de ces retours. Paul de Frada nous précise que la chance nous servit quant à l'essence. Les autorités nous firent savoir qu'un wagon-citerne avait été garé par l'armée à Cluy. Vers le 25 juin, l'adjoint au maire, ayant réuni dans un camion appartenant à des réfugiés le plus grand nombre de récipients vides, s'enfuit à Cluy et ramena 900 litres d'essence. Suite à cette récupération, 50 demandes d'attribution ont été formulées. Le premier départ intervient le 27 juin même, c'est M. Wojciechowski, qu'on a déjà parlé, qui son retour à la Soissons qu'il atteindra sans trop d'encombre. Comme on l'a vu dans les premiers jours qui suivent l'armistice, il y a eu pas mal de départs spontanés, notamment ceux qui disposaient de bicyclettes. Mais en réalité, ce n'est qu'à compter de la mi-juillet, du mois d'août, septembre et même octobre, que la plus grande partie des réfugiés put regagner son domicile. Dans un premier temps, il fallut recenser, trier les réfugiés par zone pour organiser leur réintégration par convoi. La Beauce, la Normandie par autobus le 10 août, l'Alsace, le 25 août par train, la région parisienne en autobus au mois de septembre. Théoriquement, les rapatriements par convoi furent considérés comme terminés le 30 octobre 1940. Mais il restait encore les réfugiés non réintégrés, les juifs de la zone occupée et les habitants de la zone interdite que l'on a vu sur la carte, disons, de l'armistice. Ceux-ci ne pouvaient pas rentrer. C'est ce qui explique qu'on relève encore à Vels la présence d'une cinquantaine de réfugiés fin octobre sur les listes de demandes divers qui ont été formulées à ce moment. Alors, pour des raisons diverses, certains réfugiés ne désiraient pas ou ne pouvaient pas rentrer en zone occupée. Un certain nombre resta à Vels jusqu'à la fin des hostilités. Madame Jarot se souvient en particulier des écolières Marie Doer et Betty Levanzonas, qui restèrent à Vels jusqu'à la libération.
Quant à M. Dauer Mathias, fourreur de son métier, il faisait des moufles et quelques vêtements pour l'hiver. Il y a également la famille Desté, réfugiés des Ardennes installés à Chamboyon. 7 ans après l'exode, nombre de familles de réfugiés de Vesle continuent d'écrire chaque année à ceux qui les ont recueillis. Quelques-uns, à l'occasion, reviennent même rendre visite à l'horlogeur et beaucoup de Vellois évoquent avec émotion le souvenir de ceux qu'ils ont un moment hébergés. Alors, je vais terminer par le devoir de mémoire, avec des remerciements posthumes à Paul de Frada, qui a rédigé en décembre 1947 et en toute humilité ce document, dont je retirerai la majeure partie de cet exposé, d'un grand intérêt sur l'exode à Vesle. Alors, je vais le reciter encore une fois. C'est uniquement sur un plan local que ce témoignage, qui comporte quelques noms et quelques chiffres, a été entrepris. Dans 30 ans, le récit en serait déformé, dans 50, à peu près oublié. Il est temps d'écrire pour les futurs habitants de Vesle ce que fut avec cet exode. Le témoin oculaire qui essaie d'en faire le récit se porte garant de sa vérité. Vesle, décembre 1947, Paul de Frada. Plus récemment, le 11 janvier 2014, il y a eu une stèle qui a été inaugurée par la municipalité devant la mairie. À côté de cette stèle, les écoliers avaient planté l'âme de solidarité. Alors je conclurai simplement en citant la dernière phrase de Paul de Frada, que je partage totalement. Cette charité spontanée, ces offrandes anonymes qui se sont à coup sûr répétées des milliers de fois sur des centaines de routes, voilà bien qui rachète la fureur stupide des hommes et réconcilie un peu avec notre décevante humanité. Je vous remercie de votre attention. Vous le découvrez. Moi, je suis plus jeune. C'est ce que je dis. On ne pose pas les questions. Quand on veut les poser, c'est ça. Moi, mes parents m'en ont parlé, mais bon, c'est pareil. Eux, ils étaient à 12 ans.